Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, bien entendu, on va parler Mercato. Il vient de se clôturer le 1er septembre. On va débriefer les principaux moves. On y va? C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec la Ligue 1. La Ligue 1 où il y a eu pas mal de mouvements. On va tout de suite revenir sur le Mercato parisien hein, puisqu'il y a énormément de choses à dire. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Anderson? Alors, le mercato du Paris Saint-Germain, je pense que on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. On va parler de l'acteur principal de votre mercato, hein, le décisionnaire au Paris Saint-Germain, hein, à savoir Kylian Mobutu Mbappé. Voilà. Encore une fois de plus, il a eu la main mise sur le mercato dans le sens où je trouve qu'il a fait traîner sa prolongation. Il y a eu pas mal d'histoires. Va rester, va pas rester. On a eu tout et son contraire. On a eu des insiders qui avaient des news apparemment qui nous disaient qu'il avait signé au Real depuis le 26 juin. C'est faux, bien évidemment. Non, mais en soi, sans parler sans s'attarder sur Kylian, moi je trouve que le mercato de Paris est grandiose, comme d'habitude. Ça fait maintenant quelques étés, on est habitué, il y a eu énormément d'arrivées. L'attaque, elle n'a rien à voir avec ce qu'il y avait l'année dernière. On a changé avec un départ de Neymar, de Messi. On se retrouve avec Dembélé et Kolo Muani en attaque avec Kylian. Le milieu de terrain a totalement changé. Ugarte arrive, on a Asensio qui arrive. Je pense pas pour être titulaire, mais plus pour être dans la rotation. Ouais, franchement, c'est un bon mercato. Je vais pas te mentir, c'est un très très bon mercato. C'est un mercato archi cohérent. Moi, j'ai trouvé honnêtement que voilà, les choix qui ont été faits, ils sont vraiment pertinents. On n'est pas sur des stars, on est sur des joueurs qui ont envie de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Je trouve également que l'équipe, elle est plus équilibrée. J'ai beaucoup entendu que voilà, le milieu de terrain était peut-être un peu moins solide que les années précédentes. Moi, je trouve c'est le cas. que Après, c'est le cas. moi, je trouve personnellement que il y a de l'équilibre. Voilà, Ugarte, il apporte l'équilibre qui manque. Pour moi, c'est le Oui, mais en soi, le problème c'est que ok, tu as de l'équilibre, mais qui crée le jeu? Qui va créer? Parce que là, si vous laissez, là, on est le 1er septembre. Je crois que le mercato de l'Arabie Saoudite c'est jusqu'au 20 septembre et il y a des négociations pour Verratti. Si Verratti part, comment tu fais? En fait, on a des certitudes dans le jeu avec le nouvel entraîneur, d'ailleurs qui fait partie aussi pour moi du recrutement. du recrutement. Et en fait, on a un cadre aujourd'hui qui permet vraiment d'asseoir le collectif. D'accord. Et on n'a plus nécessairement besoin d'avoir des individualités pour créer le danger. En plus, pour ce qui est de la création, on a sur les côtés deux flèches. Dembélé, Mbappé, ils savent faire des différences individuelles. Donc, on a à la fois le cadre collectif qui est très solide et on a des individualités devant qui travaillent pour le collectif et qui sont capables de faire des différences individuelles. Pour moi, le mercato parisien, il est très, très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, surtout avec le tirage. Non, moi, c'est ça mon problème, en fait. C'est ça mon problème. C'est que je pense que ce mercato-là est très bon pour la Ligue 1, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, Paris va avoir du mal. Paris va avoir du mal déjà, comme tu as dit, avec le tirage qui vient de sortir. Ça va être un très gros groupe. Je pense que ça va être compliqué pour eux, mais ils vont quand même sortir du groupe. Mais ils vont laisser énormément de force, en fait. Ils vont arriver en 8e, ils vont se prendre une grosse équipe. Pour moi, ton banc n'est pas assez solide. Il manque de l'expérience dans cette équipe. Il manque énormément d'expérience dans cette équipe. Après, sur le tirage de Ligue des Champions, pour moi, malgré tout, hein, même si c'est le groupe de la mort, on est tous d'accord pour le dire, je pense que clairement, le PSG doit sortir premier de cette poule parce que pour moi, on verra. Je suis désolé que ce soit Dortmund, Newcastle ou même le Milan AC qui a fait demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Pour moi, ce sont des équipes qui sont factuellement en dessous du PSG. Et de surcroît avec ce recrutement, moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est qu'on a fait énormément de changements dans l'équipe type. C'est vrai que ça peut un petit peu. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas énormément d'automatisme. C'est la vérité du terrain. On verra. On verra ce que ça va donner. C'est la vérité du terrain. En tout cas, pour moi, c'est un gros mercato de la part de Paris, comme d'habitude. On parlera de Kylian un peu plus tard. Je pense qu'on va parler de l'Espagne. C'est un gros mercato de la part de Paris. À voir ce que ça va donner. Et voilà, pour moi, c'est ça. Et pour toi? Pour moi, énorme mercato également. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, mais je suis très très confiant en tant que supporter parisien. Je voulais vous le dire. Voilà, on verra.
On va passer sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Hein. Mercato marseillais, très très fourni également. Déjà, moi ce que j'en pense, c'est que vraiment, pour moi, c'était un mercato qui était pour une fois taillé pour les Ligues des Champions. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ils ont essayé de mettre toutes les chances de leur Bah, côté. pour le coup, ils vont jouer l'Europa League. Ils vont peut-être pouvoir essayer de la gagner. Hein, enfin. T'as vu le groupe, ça va être compliqué. Hein. Excusez-moi les supporters marseillais, je pense que voilà, ça va être reversé en Conférence League tout ça. Hein. En C4, on dirait une voiture, mon frère. Mais non, honnêtement, je trouve le mercato marseillais, pour moi, il est archi cohérent. Déjà, je trouve qu'au niveau des individualités, on a monté un step, vraiment, avec Aubameyang, avec Ismaïla Sarr notamment. Voilà, je trouve que c'est des joueurs pour moi qui sont vraiment estampillés Ligue des Champions. Et Ismaïla Sarr, même si lui, il a un peu moins d'expérience, en tout cas en Angleterre, il a su physiquement beaucoup s'affûter. Donc non, c'est un mercato marseillais très intéressant. Oui, en plus là, la dernière signature, c'est Correa, je crois, qui vient de l'Inter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec les moyens qu'ils ont, c'est un mercato très cohérent. C'est un mercato qui peut s'inscrire dans la durée. Après, quand je regarde encore hier, match nul contre Nantes, à 10 contre 11 pendant presque tout le match. Après, j'ai envie de dire, c'est la contrepartie de la stratégie Longoria. Où pour moi, effectivement, tout raser du sol au plafond d'année en année, c'est pas possible. Un petit peu compliqué. C'est pas possible. Et c'est l'erreur que faisait Paris aussi. C'est vrai. Mais pour le coup, voilà, il arrive quand même à trouver à chaque fois des profils qui permettent à l'OM à chaque fois de jouer le podium chaque saison. Donc non, pour le moment, clairement, la stratégie Longoria paye. Non, franchement, Renan le dit là, franchement, c'est incroyable. Moi, je pense que ce recrutement-là, par exemple, c'est vraiment ce que Longoria est capable de faire. Aller chercher des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, les amener à Marseille. Et pour le coup, il est performant. À voir. Mais moi, je pense quand même que c'est... Ils vont jouer la Ligue 1, mais pour le coup, il n'y a plus de Ligue des Champions. Mais l'Europa League, ça va quand même être compliqué au vu du groupe qu'ils ont. Ça va être compliqué. Après, voilà, moi, j'attends quand même de voir petite réserve sur Marcelino et les choix de jeu qu'il fait. Ouais. On voit vraiment les Marseillais patiner en ce début de saison en Ligue 1, même si comptablement, ça reste correct. Ouais. Mais voilà, ils ont encore du mal. On va voir ce que ça va donner un petit peu plus tard dans la saison. Ok, à voir. On passe à la Liga. Passons à la Liga, hein, gros mercato avec les vraies équipes, les vraies équipes. On commence par quoi? Allez, honneur au Real Madrid, au deuxième meilleur club du monde, le Real Madrid. Concernant le Real, je vais pas te mentir, j'ai un goût amer un peu. Pourquoi? Parce que déjà, on perd l'actuel Ballon d'Or. Hein. On va pas se mentir, Karim est toujours l'actuel Ballon d'Or. Donc, on perd un grand neuf et on recrute pas de neuf. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tonton Pérez. Hein, je ne sais pas ce que Kylian a fait pour qu'il soit amoureux de ce mec-là. Parce que, ok, cette saison, le Real n'a peut-être pas fait d'offre pour Kylian. Mais tu vois clairement que son mercato, il attend en fait Kylian. Et moi, ça commence à... J'ai pas envie de dire de gros mots, mais voilà. Ça commence à courir sur le haricot, voilà, comme tu dirais. Parce que là, tu vas te retrouver, tu es le Real Madrid, tu vas faire une saison, tu n'as pas de numéro 9. Donc, numéro 9, c'est Rosselló. Je suis désolé, avec tout le respect que je lui dois. L'année dernière, c'est 17 buts, je crois, ou 14 buts en Liga. Mais voilà, ça ne va pas te faire gagner les titres. Aujourd'hui, tu as fait un bon recrutement, notamment avec Bellingham, avec Arda Güler aussi, qui arrive, mais qui est blessé, mais je pense que voilà, il va très vite se rétablir. Tu prends Fran Garcia, arrière gauche, pour combler un peu les blessures de Mendy. Ça, c'est bon, ça, c'est une bonne chose. Mais en attaque, tu n'as personne, tu n'es pas renforcé. Aujourd'hui, tu as un nombre incalculable de blessures. Tu as Vinicius qui s'est blessé, tu n'as pas d'attaquant. Après, à chaque fois, pour moi, la stratégie Florentino, c'est toujours la stratégie du grand joueur par mercato. Oui, c'est toujours ce qu'il a fait. Bellingham, oui. C'est le grand joueur. C'est le grand joueur. Aujourd'hui, voilà, en ce début de saison, il fait la pluie et le beau temps. Voilà, pour moi, il reste un petit peu fidèle à sa politique. Je vois pas pourquoi ça changerait. Pour moi, il est limite capable de faire. C'est obligé de changer parce que tu as perdu de la grande qualité. Tu as perdu un neuf. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de laisser partir un neuf comme Karim et de pas avoir de remplacement en fait.
C'est la première fois dans l'histoire du Real Madrid qu'on va faire une saison sans numéro 9. Franchement, si on gagne la Coupe du Roi, c'est un exploit, je ne vais pas mentir. Et après, encore une fois, moi je pense que Florentino, il sait très bien là, que sur la génération qu'il a actuellement, ouais, c'est une génération qui va arriver à maturité dans 2-3 ans. Et il sait très bien que dans 2-3 ans, il fera les moves qu'il faut pour avoir une attaque de feu. Mais moi, ce qui me dérange en plus dans ce qu'il fait, et il prend en otage le mercato madrilène, on ne va pas se mentir, c'est de absolument vouloir Mbappé. C'est pas un 9, ce gars n'est pas un 9. Arrêtons. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller chercher Erling Haaland, qui est un vrai 9, et là, le projet est cohérent. Tu vas prendre Mbappé, numéro 9, tu vas venir le mettre au Real Madrid, c'est pour avoir des pivots gang, c'est pour avoir des... C'est pas ma position préférée. Non, non. Aujourd'hui, tu as Vinicius qui est très bon sur son côté. À quoi ça sert d'aller chercher Mbappé? Non, franchement, moi sur le cas Mbappé, puisqu'on en parle, déjà, je pense qu'effectivement, attendre depuis des lustres Mbappé et faire comme si c'était le joueur qui allait tout changer, non, mais merci. Pour moi, c'est un truc de fou. Pour moi, que le Real s'agenouille comme ça devant Kylian. Après, pour moi, sincèrement, moi, je pense que ça reste quand même un attaquant de surface. Il sait finir. Moi, je le oui, mais il sait finir en partant de son côté. Il sait finir même en étant un renard des surfaces. Oui. Pour moi, il sait largement le faire. Moi, c'est pas le profil qu'il faut au Real. Et de toute façon, il faudra faire jouer à la fois Vinicius et à la fois Mbappé. Oui. Il y a un côté gauche pour deux joueurs. En vrai, tu peux pas te passer d'un Vinicius Junior. Bah, tu peux te passer d'un Kylian Mbappé. Tu le recrutes pas, tout simplement. Tu le laisses à Paris. Voilà. Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Vas-y, on va passer au club rival. Hein. Passons à Barcelone, qui pour le coup fait des recrutements très judicieux avec 100 fois moins le budget du Real. Moi, déjà, il faut vraiment qu'on m'explique comment le FC Barcelone fait pour recruter. Avec des trous dans la caisse. Bah, écoute, tout simplement en vendant Dembélé 50 millions à Paris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est incroyable. Ils vous ont pigeonné. C'est vraiment... Après, pour moi, 50 millions Dembélé, pour moi, c'est une bonne affaire. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais bon, revenons au mercato du coup catalan. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouve que, franchement, en étant supporter du Real, ça me fait mal de voir que Barcelone, qui a aussi peu de moyens, arrive à faire aussi bien. C'est sûr qu'ils ont un recrutement, mais qui est totalement cohérent. Là, ils viennent de se faire prêter Joao Félix et Joao Cancelo. C'est-à-dire que ils ont eu Gundogan libre, ils ont eu Martinez, ils ont eu Oriol Romeu, ils ont eu Victor Roque, mais c'est très très cohérent, c'est très judicieux. C'est-à-dire que Laporta, il a fait pour le coup un recrutement en fonction de ses moyens, il a fait sortir de l'argent. Barcelone est dans le positif, hein, après la balance est positive. Voilà, la balance est positive, et la balance est positive à 90 millions d'euros, un truc comme ça. C'est incroyable, c'est-à-dire que comment toi, qui as gagné le championnat, tu fais un recrutement logique et ton deuxième qui a été à plus de 10 points sur toi, qui se fait prendre 4-0 en demi-finale de Ligue des Champions, n'a pas un recrutement logique. Franchement, j'applaudis Laporta, très 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 bon recrutement. Non, après le Real, ils ont quand même bien travaillé ces dernières années. Ils ont fait oui, les dernières années, oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour revenir sur le mercato catalan, pour moi, effectivement, c'est un mercato archi cohérent, tu l'as dit, hein, ils ont fait en fonction de leurs moyens, ils ont été chercher les bonnes affaires. Pour moi, par exemple, Gundogan libre, pour moi, c'est vraiment une affaire incroyable. Et sur la dernière ligne droite du mercato, ils ont réussi à faire à la fois Joao Félix et Joao Cancelo. Tu sens que les joueurs voulaient vraiment venir au Barça, c'est ça en fait. C'est ça qui a permis de vraiment faire ces moves. Et franchement, je pense qu'ils peuvent vraiment cette fois espérer mieux figurer en Ligue des Champions. Non, mais pour moi déjà, bon, vu le groupe qu'ils ont, je pense qu'ils vont sortir des poules après, à savoir ce que ça va donner contre des grosses équipes en huitième, en quart. Mais franchement, c'est un recrutement très 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 cohérent. Mais pour moi, je tiens quand même à préciser que voilà, la dernière journée de mercato, elle a vraiment été décisive pour le Barça. Oui, parce que sans la dernière journée, c'est pas folichon. Voilà, c'est ça. Donc non, vraiment, au final, ça fait un recrutement assez carré pour le Barça. Donc bravo à eux en Champions League. Bravo à eux. On enchaîne sur la Première Ligue. Sur la Première Ligue. Le gros morceau de Première Ligue avec énormément de moves pour pas beaucoup de clubs. Bah, comment dire, sur le championnat de l'argent, hein. Ils ont les sous. Ils ont les sous de fou. Et allez, on va commencer peut-être avec Chelsea. Allons-y. Qui dépense. Qui a vraiment fait bordel dans ce mercato. Qu'est-ce que tu en as pensé? Chelsea, comme depuis quelques années, ça dépense énormément d'argent.
et le projet n'est pas forcément cohérent. C'est-à-dire que je ne comprends pas à quoi ça sert d'acheter un Caicedo à 134 millions, je crois. J'ai l'impression que Chelsea, à chaque fois, ils achètent les joueurs au-dessus de leur valeur marchande avec des peines de prison, des années de contrat, hein, on va dire. Des 9 ans, des 8 ans, des paiements échelonnés qui leur permettent de trafiquer le fair play financier, parce que c'est bien beau d'attaquer Paris Saint-Germain sur le fair play financier chaque saison, mais ce que Chelsea fait, c'est pas très réglementaire. Hein. C'est vrai. Échelonner les paiements comme ça sur 9-10 ans, frère, il y a des mecs qui sont en prison, ils vont avoir le temps de finir leur peine et les joueurs ils seront toujours à Chelsea. Mais bon, vas-y, moi je dis rien. Non, mais en soi, Christopher Nkunku, je crois, il y a énormément de joueurs qui sont arrivés, Dizazi aussi, qui sont arrivés à Chelsea. Qu'est-ce que ça va donner après dans le jeu? C'est-à-dire, en fait, c'est toujours ça le problème avec les mercatos où tu changes un peu toute l'équipe. C'est-à-dire que un nouvel entraîneur, un nouveau système de jeu, il faut le temps aux joueurs pour s'adapter. Donc, je sais pas ce que ça va donner pour Chelsea. Franchement, en fait, je suis mitigé. Je sais pas si c'est un bon mercato, je sais pas si c'est un mauvais mercato. De toute façon, c'est le temps qui va nous dire si c'est un bon ou mauvais mercato. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque du côté de Chelsea, on les a beaucoup vannés sur la longueur des contrats, etc. Et qu'ils ont acheté je sais pas combien de joueurs. Mais la vérité, c'est que je pense que le nouveau président de Chelsea essaye de faire un projet longue durée. C'est quelqu'un qui a déjà investi dans le sport. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il a pris des joueurs à fort potentiel. Alors bien sûr, on va peut-être pas attendre de Chelsea tout de suite, tout cette année, mais clairement, je pense que à la longue, ça peut être un recrutement très très intéressant. Hein. Ça peut être vraiment, et pour les Français qui ont été recrutés, donc Dizazi et Nkunku, c'est vraiment des joueurs à fort potentiel. Hein. Ils étaient dans le groupe au Qatar déjà, donc pour le coup, ça peut vraiment être très intéressant. Après, c'est vrai que j'ai un peu aussi été mauvaise langue parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs, notamment Kai Havertz, Mason Mount et tout, Koulibaly qui sont partis. Donc, ils ont fait aussi un recrutement pour remplacer ces joueurs-là. Mais bon, comme tu as dit, on verra dans le temps ce que ça va donner. Mais moi, je suis assez mitigé sur le recrutement de Chelsea. Je le suis beaucoup moins sur le prochain, à savoir Manchester City. Voilà, c'est un recrutement parfait. Pour moi, parfait. Après, quand on a un projet de la solidité de celui des Citizens, franchement, il n'y a rien à dire. On sait que l'équipe, elle est archi performante, championne d'Europe en titre. On sait que de toute façon, il ne faut pas tout casser. Il faut apporter des touches par briques, Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont pris Kovacic, ils ont pris Guardiola. Et en fait, ils ont remplacé des joueurs qui étaient partis. Ils ont remplacé Gundogan, ils ont remplacé Laporte, ils ont remplacé Mahrez avec Nunez. C'est parfait. C'est-à-dire que tu vois une équipe qui a un projet, qui sait où ils vont, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Tu sens Guardiola en fait. Guardiola. La patte Guardiola est là. Et je vois même pas pourquoi il faudrait tout changer parce que là, les certitudes sont telles qu'il n'y a même pas besoin d'apporter énormément de modifs. Et ce qu'ils ont fait, c'est juste parfait. Ils ont même réussi à conserver Bernardo Silva qui était annoncé au Barça, je pense. Au Barça et au PSG. Donc, non, honnêtement, City, rien à dire. Ils ont fait ce qu'il fallait sur ce mercato. Bravo à eux. On passe à l'autre Manchester, le plus connu, le plus célèbre, qui malheureusement depuis quelques années c'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu as pensé du recrutement de Manchester United? Pour moi, Manchester United, franchement, ils ont fait un mercato cohérent également. Hein. Ils n'ont pas fait énormément de moves. Ils ont réussi à faire Amrabat sur les dernières secondes du mercato. Ils ont fait Onana aussi, en gardien de but. Pour remplacer Derrière, je pense que les Mancuniens sont contents. À mon avis, ils gagnent vraiment au change. Hein, parce que moi, j'étais pas fan de Derrière personnellement. Et surtout, le jeu de pied de Nana, c'est un délice. Je parle en tant que... je suis neutre, bien évidemment. en tant que Lyon dompté à de nombreuses reprises. Je suis neutre. Et puis, bien sûr, ils ont réussi à faire le move Højlund, si je l'ai bien prononcé. Donc, après, à voir, hein, parce que je trouve qu'il n'a pas énormément de références et un transfert comme ça à 75 millions, je trouve que c'est beaucoup pour un joueur qui a aussi peu de références. Mais bon, ça répondait à un besoin de United, donc pourquoi pas. Non, mercato très très cohérent pour moi. Moi aussi, franchement, je trouve que c'est comme tu l'as dit, je vais pas me répéter, ça sert à rien. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Un bon mercato, ils ont pris aussi Mason Mount à Chelsea.
à voir ce que ça va donner pour Manchester United. On va parler aussi du mercato de Arsenal pour le coup. Pareil que Manchester City, je trouve que c'est un mercato mais alors très cohérent. Franchement, qu'est-ce que tu penses toi de ce mercato? Encore une fois, c'est des touches pour le même passif. En réalité, quand on a un projet solide, le mercato, il coule de source. On sait qui on doit aller chercher. Ils avaient un besoin qui était fondamental, c'était Declan Rice. Ils l'ont fait. Ils ont mis le prix, un prix qu'on peut penser élevé, mais bon, les transferts... en Angleterre, c'est voilà, autre chose. Hein, Intramuros, ils sont compliqués voilà, ils ont trop d'argent, c'est un délire. Pour moi, voilà, c'était une des choses qui manquait. Ouais. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Donc, pour moi, je pense que c'est un mercato réussi. C'est un mercato réussi. Le nombre fait pas la réussite. Ah, mais totalement. Je suis d'accord avec toi. Ils ont fait Timber aussi pour la défense. C'est ce dont ils avaient besoin. Un move, par contre, qu'ils ont fait où je suis pas forcément d'accord, c'est Kai Havertz. C'est-à-dire que là, on a vu quelques matchs. Je vois pas trop ce qu'il apporte. Bon, le temps nous dira s'il a eu raison de faire ce move-là, mais après, Arteta le considère comme un milieu de terrain relayeur. Ouais. Moi, j'ai plus de mal. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur vraiment offensif, Kai Havertz. Pour moi, c'est limite un attaquant. Quand il était à Chelsea, pour moi, c'était un des plus efficaces. Donc, je sais pas. Je suis mitigé, en effet, plus sur l'utilisation de Kai Havertz, mais après, pour moi, ça reste un très bon joueur. Hein. Ça reste un très bon joueur. Non, franchement, c'est un bon mercato, c'est un bon mercato de la part d'Arsenal. Quoi qu'on en dise, je pense que cette période de mercato a été assez compliquée, hein, notamment avec l'Arabie Saoudite qui a fait une razzia en Europe et les gens ont commencé à se plaindre que ouais, ça se fait pas, c'est pas le football qu'on aime et tout. Mais soyons honnêtes, ils ont l'argent, ils achètent des joueurs, c'est des plans de carrière. Le football, c'est un métier avant d'être une passion. Moi, je comprends. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'Arabie Saoudite qui recrute autant de joueurs en Europe? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que l'Arabie Saoudite, ils sont dans leur bon droit. L'Arabie Saoudite, ils veulent construire un championnat compétitif. Il y a besoin d'argent pour acheter des joueurs compétitifs. Ils alignent l'argent, tout simplement. Ils ont aligné l'argent. Ils ont eu Benzema, ils ont eu Neymar, ils ont eu Cristiano Ronaldo il y a quelques années. On va pas parler de ce. Mais en fait, ils ont un championnat. Les matchs sont de bonne qualité maintenant. C'est-à-dire que tu as des très bonnes équipes. Il va y avoir un niveau homogène. Ouais, ils ont les moyens de leur projet, tout simplement. Et voilà, quand j'entends ce genre de critiques, alors que pendant des années, les plus gros clubs européens, ils se sont gavés, notamment les clubs espagnols. Hein. Non, mais on est d'accord. Le Bayern, c'est la même chose. Le Bayern, ils ne font que piller les joueurs des autres équipes du championnat allemand. Je sais pas pourquoi, d'un coup, en fait, quand c'est l'Arabie Saoudite, bah, ça dérange. Non, bien sûr. Les joueurs n'ont qu'à refuser, en fait. Ils n'ont pas mis le couteau sous la gorge à qui que ce soit. Je pense qu'ils viennent, ils font des propositions. Si le joueur est d'accord, si le club est d'accord, soit. Donc, non, pour moi, clairement, l'Arabie Saoudite, en plus, je trouve qu'ils ont fait des moves pertinents. Ils sont pas forcément allés chercher que des stars. Hein. Ouais. Quand je regarde le Al Nassr de Cristiano Ronaldo et que je vois le milieu de terrain Seko Fofana, Brozovic, je me dis que vraiment, c'est cohérent footballistiquement, en fait, vraiment. Donc, Al-Ittihad, pareil, ils ont pris Jota aussi. En fait, c'est des bons recrutements, moi, je trouve. C'est pas des recrutements. Après, oui, c'est un peu moins bien reparti dans le sens où tu as les 4 grosses équipes du championnat qui mangent bien, hein, qui prennent les plus gros joueurs. Mais après, est-ce qu'en Espagne c'est différent? Est-ce qu'en Allemagne c'est différent? Est-ce qu'en France c'est différent? Voilà. Je pense pas qu'on devrait blâmer l'Arabie Saoudite, franchement. Ils ont fait vraiment des très bons moves et au contraire, je pense que ça rend le foot compétitif, en fait. Aujourd'hui, moi, hormis les montants qui sont devenus vraiment exorbitants et qui me gênent parce qu'il y a des joueurs qui méritent pas les montants auxquels on les achète, tout le monde a le droit d'acheter des joueurs et que l'Europe soit compétitive, en fait. D'ailleurs, tu veux m'en parler parce que moi, en tant que supporter parisien, quand j'ai vu Neymar partir pour 90 millions d'euros, je peux te dire que j'ai vraiment sauté. Hein. Ouais, mais après, je sais pas si c'est un bon move de la part de Paris de laisser partir Neymar. Hein. Vous verrez. Je pense que le temps me donnera raison. Le temps me donnera raison. Sinon, à part ça, pour toi, c'est quoi ton move vraiment de l'été? Ouais, de l'été. Franchement, je vais peut-être surprendre du monde, mais pour moi, le move de l'été, il a été fait pareil sur les dernières heures, les derniers instants du mercato. C'est Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, pour moi, c'est le move de... C'est le move de En toute objectivité, hein. En toute objectivité. Vraiment, je sais pas pourquoi je suis hypé par ce gars. Je suis vraiment hypé par ce gars. Ouais. Pour moi, déjà, il a un parcours sinueux. Il a eu du mal à percer. Il est rentré en centre de formation à 17 ans à Nantes. Il a
Il a mis du temps également à percer avec l'équipe A de Nantes. Il a été prêté, etc. Quand il arrive à la Coupe du Monde au Qatar, il est en qualité de remplaçant de Nkunku qui se blesse. Donc, il a vraiment pas eu forcément de chance et il a eu pas mal d'obstacles, mais il s'est toujours battu, Et aujourd'hui, ça a été un des meilleurs Français au Qatar. C'est lui qui sonne, bien entendu, la révolte en finale. Je trouve que il a la dimension mentale. Moi, je trouve que c'est léger quand même. Je vais pas te mentir, je trouve que, encore une fois de plus, pour la Ligue 1, c'est suffisant, mais pour la Ligue des Champions, je trouve que c'est léger. Moi, personnellement, mon move de l'été, hein, je vais pas vous mentir, c'est Jude Bellingham. C'est-à-dire que c'est un 100 millions posé par le Real, un braquage. Ce mec mérite 200 millions. C'est-à-dire que, pour le coup, voilà, ça c'est un recrutement judicieux de la part de Pérez, d'aller chercher un mec comme ça. Il a 19 ans. Tu te rends compte, le milieu de terrain du Real, avec ce gars-là, en plus, c'est du poulet. C'est incroyable. C'est-à-dire que 100 millions pour Jude, c'est le meilleur buteur en Espagne aujourd'hui. Il a été nommé joueur du mois d'août. Il fait un début de saison vraiment parfait. S'il continue comme ça, en un mois, il a été beaucoup plus décisif que Eden Hazard, qui a coûté 160 millions en 4 ans. Je suis désolé. C'est forcément le move de l'été. Non, c'est vrai que tu peux difficilement contester ça. Jude, c'est vraiment un joueur incroyable. Move extraordinaire de la part du Real. Et c'est vrai que le prix vraiment interroge. Hein. Vraiment, c'est un prix incroyable. Un tel prospect. Pour moi, c'est mon move de l'été, en tout cas. Ok, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais faire un gros big up quand même au frérot Nameless qui nous a énormément aidé. Voilà, je vais faire également un autre gros big up. Un big up FM14, on t'oublie pas de là où t'es. Vraiment, merci, hein, merci pour le montage, merci pour les miniatures, merci pour tout. Grosse équipe derrière nous. Vraiment, merci les gars. Voilà, et surtout merci pour vos messages, vos conseils. Merci à tous. On va se retrouver très vite pour les vidéos du week-end. Hein. Il y a des matchs qui arrivent. Il y a des gros matchs qui arrivent ce week-end. Hein. On va envoyer du lourd là dans les vidéos. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas également à nous suivre, hein, le Replay Foot. Ça s'affiche comme d'habitude. Et puis voilà. On se dit à plus tard. À plus tard. Ciao.